Avant toute chose, je voudrais faire un petit point technique avec vous. En haut à gauche de votre écran, vous trouverez un bouton Q&A. C'est un bouton qui vous permet de me poser des questions. N'hésitez surtout pas à m'interrompre pendant la présentation si quelque chose n'est pas clair. C'est le but de ce type d'intervention, d'avoir une vraie interactivité. Donc n'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite ou s'il y a quelque chose qui n'est pas compris. Vous avez également en dessous de Q&A un petit bouton qui s'appelle Pulse. Celui-ci me permet de poser des questions générales à tous et donc vous allez pouvoir y répondre. D'ailleurs, on va tester immédiatement. Je vais vous envoyer le premier petit questionnaire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Merci de répondre pour vérifier qu'au niveau technique, nous soyons au point. Ça a l'air plutôt très bien. Et deuxième petite question, est-ce que tout le monde voit mon écran où il est indiqué retraite, les solutions gagnantes? Bon, ça a l'air plutôt très bien. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, nous sommes ici ce soir pour parler retraite et faire un petit point avec vous sur les solutions gagnantes, c'est-à-dire ce que l'on peut mettre en place, ce qu'il faut faire quand on souhaite préparer sa retraite. Tout d'abord, je vais faire un point sur CGP One, le cabinet de gestion de patrimoine. Qui sommes-nous exactement? Donc, nous sommes un cabinet créé en 2003. Nous avons des bureaux à Paris et en région parisienne. Nous sommes à ce jour une quinzaine de personnes au sein du cabinet, dont 8 conseillers qui sont là pour vous accompagner dans vos projets. Le site gestiondepatrimoine.com est notre vitrine et il nous sert tout simplement à faire connaître notre métier, à faire connaître le cabinet. Vous pouvez y trouver toutes sortes d'informations, aussi bien pratiques que techniques, donc n'hésitez surtout pas à aller vous promener sur le site. Un point sur notre métier. Excusez-moi, je crois que j'ai un petit souci. Un petit point sur notre métier. Parce qu'en effet, le métier de conseiller en gestion de patrimoine est difficile à appréhender pour les personnes qui n'ont jamais eu affaire à un conseiller en gestion de patrimoine. Donc, quel est notre métier? C'est tout simplement en fait répondre à vos objectifs. Essayer de trouver une solution à vos problématiques, que ce soit dans une phase de création de patrimoine, de développement de ce patrimoine et de son optimisation, ou bien dans le cadre d'une recherche de revenus complémentaires, ou bien, donc dernière étape généralement, la transmission de ce même patrimoine. Donc, ces 4 phases générales de la constitution d'un patrimoine, nous les abordons aussi bien d'un point de vue économique, juridique et fiscal, pour vous accompagner voilà, sur tous ces points-là de votre quotidien. Notre métier, dans les faits, c'est avant tout une phase de conseil. Le bilan patrimonial que l'on réalise pour nos clients, c'est la clé de voûte de notre relation. Ce bilan patrimonial consiste à l'analyse de votre situation, qu'elle soit donc personnelle, professionnelle, patrimoniale, ce que vous détenez, votre budget, etc. Nous reprenons ensuite ensemble vos objectifs et vos moyens à disposition pour nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et par la suite, donc du coup, nous pouvons réaliser des préconisations pour l'atteinte de ces objectifs. La deuxième phase de notre métier consiste à une phase d'intermédiation. On aura établi ensemble une stratégie, donc patrimoniale, avec les préconisations que l'on a données. Cette stratégie patrimoniale, on va la mettre en place ensemble, que ce soit en termes juridiques, par exemple le testament, des donations. Donc bien sûr, c'est un notaire qui réalise ce type d'acte juridique, mais nous sommes là pour vous accompagner dans ces actes-là. Nous vous proposons aussi la mise en place de solutions financières, type PEA, assurance vie, ou bien immobilière, SCPI, LMNP, Pinel, etc., etc. Mais ces deux éléments-là n'ont pas de sens si ce n'est pas suivi d'un suivi. Et nous sommes très attentifs sur ce suivi patrimonial. En effet, la meilleure stratégie que l'on a pu mettre en place n'aura aucun sens si elle n'est pas adaptée dans le temps, aussi bien à votre situation personnelle
qu'aux évolutions juridiques, législatives, fiscales. Donc le suivi des solutions mises en place est primordial. Dans le cadre de notre métier, nous relevons de 3 statuts, donc 3 réglementations qui se superposent. Nous avons tout d'abord le statut de CIF. Dans ce cadre-là, nous sommes régis directement par l'autorité des marchés financiers et nous sommes adhérents de la CNCGP, qui est une association professionnelle. Nous sommes également courtiers en assurance, donc relevant de l'ORIAS, et la dernière disposition mise au jour, c'est la DDA. Et nous sommes également agents immobiliers dans le cadre de la carte T de la loi Auguy. Donc ce soir, la problématique des retraites, quelle est-elle? On la connaît un petit peu, malheureusement. Je commencerai tout d'abord par une enquête d'Odexa qui s'est penchée sur la retraite et ce qui est intéressant, c'est que c'est une retraite européenne. Donc elle a fait un sondage auprès des Français, mais de tous les autres pays européens. Et alors, les Français se distinguent un petit peu par rapport à leurs voisins européens sur différentes choses. Tout d'abord, les Français sont ceux qui souhaitent partir le plus tôt, 59 ans, quand le reste des Européens ont une moyenne plutôt à 61 ans. Les Français pronostiquent un départ à la retraite à 65 ans. On interroge un Français aujourd'hui, il pense que son départ à la retraite sera à 65 ans, les Européens à 67. Les Français sont très attachés à leur système de retraite. 43% considèrent que c'est le meilleur système de retraite d'Europe. Et d'ailleurs, leurs amis européens sont du même avis, puisque le système français est classé par quasiment tous les autres Européens comme le meilleur système de retraite. Mais en parallèle, les Français sont extrêmement pessimistes sur l'avenir de ce système-là. 87% considèrent qu'il n'est pas pérenne. Autre point de cette enquête-là, pour anticiper la baisse du niveau de vie à la retraite, l'immobilier est privilégié par les Français à hauteur de 48%, devant l'épargne mensuelle sur un livret. On va voir un petit peu plus loin, en effet, si ces solutions sont adaptées et si on peut avoir des solutions autres que ces deux solutions aujourd'hui privilégiées par les Français. On va pas passer par les 20 dernières années, et on peut même remonter aux 30 dernières années. On a des réformes de retraite très, très régulières, ce qui prouve en effet que notre régime n'est pas pérenne, puisque clairement, à chaque fois, chaque nouvelle loi est là pour essayer de sauver notre système de retraite. Donc on a une loi en 93, en 95, en 2003, en 2010, en 2012. Et ça ne cesse. Pourquoi? Mais pour simplement à cause, j'ai envie de dire, de ça, de cette pyramide des âges qui évolue. Donc là, vous avez la pyramide des âges en rouge et bleu actuelle, les femmes donc en rouge et les hommes en bleu. Donc on voit qu'il y a une grosse proportion de Français qui sont dans la tranche, on va dire, entre 65 et 40 ans. Donc ce sont là des actifs. Et cette grosse proportion de Français-là, petit à petit, va se décaler dans le temps, et on le voit donc avec le schéma en transparence. Voilà, un vrai vieillissement de la population, où finalement la tranche d'actifs sera beaucoup moins importante qu'actuellement pour pouvoir payer les retraites futures. Et d'ailleurs, ça se confirme sur le ratio actifs cotisants retraités. En 1960, pardon, il y avait un actif donc, qui cotisait, un retraité pardon, pour 4 actifs. En 2010, c'était un retraité pour 1,8 actifs. Et en 2050, il n'y aura que un retraité pour 1,2 cotisants. Donc, tout simplement, voilà, ça prouve que notre système est intenable, puisqu'aujourd'hui, on est dans un système de répartition où les cotisations payées par les actifs payent directement les retraites, des Français. Autre point, donc aujourd'hui, une retraite sur 10 n'est pas financée, c'est-à-dire que soit on pioche dans des réserves, soit c'est l'endettement de l'État. Donc une retraite sur 10 n'est pas financée.
et si rien n'est fait, ce sera 1 sur 6 en 2030. 2030, c'est demain, hein, clairement. Donc voilà. Donc on a un système de retraite en effet qui n'est pas pérenne dans le temps. Un petit point justement sur les actualités concernant la retraite. Une actualité très récente, c'est la fusion de l'ARCO et la GIRC qui a été validée en 2017 par un accord signé en 2017 et qui a effet au 1er janvier 2019. Donc, le 1er janvier 2019, l'ARCO et la GIRC fusionnent pour l'objectif principal, l'objectif affiché, on va dire, c'est la simplification de la gestion et une harmonisation des prestations. Deuxième objectif, mais c'est surtout celui-ci qui est primordial, c'est la solidité financière. La GIRC, qui est la caisse des cadres, avait un ratio retraités cotisants beaucoup plus important que l'ARCO. Donc la GIRC avait constitué des réserves très importantes qui s'amenuisaient très 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 rapidement. Donc si rien n'était fait, la GIRC était incapable d'assurer les retraites de ses cotisants. Donc du coup, la fusion a été décidée. Avec cette fusion, il y a eu différentes mesures qui ont été prises. Donc bien sûr, une fusion des points. Aujourd'hui, un cadre a des points ARCO et des points AGIRC. Ces points AGIRC ont été transformés en points ARCO-AGIRC sur le modèle des points ARCO, selon un coefficient de conversion qui fait que concrètement, il n'y a pas de perte ou de décote dans cette conversion-là. Et il y a aussi une simplification dans les tranches de cotisation. En effet, avant, on avait différentes tranches en fonction du nombre de passes, passe plafond annuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire votre salaire était d'un pass, environ 40 000 euros, ou de 3 passes ou de 8 passes, vous ne cotisiez pas de la même manière, et donc du coup, vous ne portiez pas acquis de points de la même façon. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus simples. 2 tranches. Une tranche de salaire, c'est-à-dire votre salaire, on prend votre salaire brut, que ce soit cadre ou non cadre, jusqu'à un pass, donc plafond annuel de sécurité sociale qui est de 40 500 euros à peu près pour 2019. Sur un pass, vous cotisez 7,87%. Et sur la deuxième tranche qui est de 1 à 8 passes, vous cotisez à hauteur de 21,59%. Cette cotisation-là est transformée en points en fonction de la valeur du point au moment où cette cotisation est versée. Avec cette fusion, a été mis en place un système de décote et de surcote temporaire, aussi appelé coefficient de solidarité. Coefficient de solidarité, c'est un bien joli mot pour dire qu'on vous incite fortement à reculer votre âge de départ à la retraite. En effet, pour les personnes qui partent à la retraite l'année de leur taux plein, c'est-à-dire ils ont l'ensemble de leur trimestre, ils partent à la retraite. Eh bien, en fait, pendant les 3 années qui suivent, leur retraite complémentaire, donc ARCO, AGIRC, est décotée de 10% pendant, en effet, 3 ans. Donc, imaginons, je dis un chiffre au hasard. Vous avez 1 000 euros de retraite ARCO, AGIRC, normalement, ça c'est le calcul classique qui est acquis en fonction de votre nombre de points. Eh bien, normalement, donc vous aurez 1 000 euros de retraite par mois, sauf que les 3 premières années, vous n'aurez que 900 euros de retraite si vous partez l'année de votre taux plein. Si vous partez un an après ce taux plein, donc on imagine que vous avez votre taux plein à 62 ans, vous reportez à 63 ans, il n'y aura pas de minoration. Et effet bonifique, si vous poussez un petit peu plus loin, c'est-à-dire que si vous travaillez 2 années de plus ou plus, vous avez une majoration temporaire d'1 an. Cette majoration donc est de 10% si vous poursuivez 2 années de plus, 20% si vous poursuivez 3 années de plus, 4% si vous poursuivez 3 années de plus. Voilà. Et l'actualité chaude du moment, c'est notre réforme des retraites. Cette réforme était prévue pour l'été 2018,
le début devait commencer en l'été 2018, c'est-à-dire que les partenaires sociaux devaient se retrouver autour de la table pour discuter. Ça a été reporté. Ils sont actuellement, en effet, devant la table depuis quelques jours à peine. Le but, c'est de sortir une réforme qui va passer devant le Parlement normalement milieu d'année 2019. Cette réforme consisterait à mettre un point final aux 42 régimes de retraite distincts aujourd'hui. J'ai bien dit 42 régimes de retraite aujourd'hui en France coexistent. Et il est possible qu'une personne soit passée d'un régime à l'autre, et à un autre, et à un autre. Aujourd'hui, clairement, cette personne-là serait incapable de calculer sa retraite. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a tendance, par la complexité aussi de notre système de retraite, on a tendance à subir notre retraite plutôt que d'être acteur de sa retraite. Alors que aujourd'hui, on a une espérance de vie qui s'allonge, et il faut avoir, j'ai souvent ce chiffre en tête. Sachez qu'à 65 ans, quand on atteint 65 ans, son espérance de vie est de 25 ans. Donc quand vous prenez votre retraite, pensez que la moyenne, c'est que vous allez toucher cette retraite pendant, en moyenne, 25 ans. Donc en effet, être acteur de sa retraite, c'est très important. Donc si on revient sur cette réforme des retraites, la promesse présidentielle était d'uniformiser tous les régimes. Régime privé, régime public, salarié, indépendant, etc. Chaque euro cotisé doit donner droit aux mêmes droits, quel que soit le statut. Donc, on va voir concrètement, on attend de voir comment cela va se réaliser. Très très peu de pistes pour l'instant sur cette réforme à venir. Aujourd'hui, clairement, comment on peut connaître sa retraite future? Avant de partir à la retraite, beaucoup de questions se posent. À quel âge je vais partir? C'est la première question. À quel âge je vais pouvoir partir? Alors, j'ai une petite question, juste donc avant de passer à ces retraites-là, parce que ça parle de la réforme. On me demande, que pensez-vous des annonces du gouvernement de ne pas bouger l'âge de départ à 62 ans, mais de donner un bonus à ceux qui partiront plus tard? Donc, en fait, l'idée, donc cette mesure-là, de donner un bonus à ceux qui partiront plus tard, est déjà effective pour tout ce qui est donc Arco-Agirc. Donc, bouger l'âge de départ à la retraite, c'est politiquement très très compliqué. Donc, en effet, il est fort possible que cet âge de départ à la retraite ne bouge pas. On pourra toujours partir à 62 ans, mais sous peine certainement de décotes plus importantes que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Parce que espérance de vie beaucoup trop longue aujourd'hui par rapport aux cotisations des actifs. Donc, les questions qui se posent aujourd'hui. À quel âge je vais partir à la retraite? Aujourd'hui, théoriquement, on peut partir dès 62 ans. C'est l'âge de liquidation possible de la retraite, donc avec des cotes ou surcotes, mais on peut partir dès 62 ans. Les jobs étudiants sont-ils pris en compte? Oui, et souvent, ça réalise de bonnes surprises. Si vous avez votre relevé de carrière, vous dites, ah, j'ai travaillé comme moi et j'ai quand même un trimestre validé. Oui, parce que un trimestre, ce n'est pas 3 mois de travail, c'est un certain nombre d'heures de SMIC travaillées. Voilà, les indépendants, salariés, agriculteurs, ceux qui cumulent différents statuts, très compliqués pour eux seuls de réaliser une simulation. Les services militaires, souvent on voit que les services militaires n'apparaissent pas sur les relevés de carrière. C'est une erreur. Il ne faut pas attendre pour faire valider ces droits, ces 2 années de service militaire en termes de validation de trimestre. Et puis les accidents, on va dire, de vie, chômage, maladie, etc. Comment sont-ils pris en compte? C'est énormément de questions que l'on peut se poser. Et l'essentiel, c'est de ne pas s'y prendre au dernier moment. Donc, on ne se pose pas à 60 ans toutes ces questions-là.
si on souhaite partir à 62 ans. Non, il faut s'y prendre beaucoup, beaucoup plus tôt. Et vous avez des outils à votre disposition, notamment une formation spontanée des pouvoirs publics. Depuis 2003, pour les personnes de plus de 35 ans, vous avez vous recevez votre relevé de carrière. Donc c'est là où vous allez pouvoir vérifier si voilà votre service militaire ou vos années, vos jobs étudiants ont été pris en compte. Donc ça, ce relevé de carrière, vous allez le recevoir à 35 ans, puis tous les 5 ans. Et à partir de 5 ans, c'est une estimation de retraite qui va vous être fournie, qui va récapituler tous les régimes auxquels vous avez cotisé. Et pareil, ça donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier. S'il y a des erreurs, il ne faut pas attendre le dernier moment pour pouvoir les corriger. Et enfin, un site spécialisé sur la retraite des salariés et des indépendants a été mis en ligne depuis un bon moment, mais sur ces derniers mois, il y a un gros travail qui a été fait. N'hésitez surtout pas à aller sur ce site, l'assurance-retraite.fr, où vous allez pouvoir retrouver instantanément votre relevé de carrière. Vous allez pouvoir réaliser des simulations de retraite en fonction de divers critères, etc. Donc voilà, donc en effet, aujourd'hui, des outils sont à votre disposition pour avoir des estimations de retraite. Encore faut-il se donner la peine d'aller les chercher. Mais attention, je tiens vraiment à porter votre attention là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on connaît le montant de sa retraite que l'on a réalisé une étude de retraite. Pour moi, deux choses différentes. Le montant de sa retraite, c'est bien, oui, ça fait partie en effet d'une étude de retraite, mais une étude de retraite, ça va beaucoup plus loin que ça. En effet, quand vous allez arrêter votre activité, il va y avoir beaucoup de changements. Donc tout d'abord, vous allez avoir des moyens qui vont changer, vos retraites obligatoires, vos retraites facultatives. Ça, en effet, vous n'avez pas sur le site de l'assurance retraite. Les retraites facultatives, c'est-à-dire par exemple un PERCO que vous avez au sein de votre entreprise, un PERC que vous avez mis en place de façon volontaire, ou un article 83 que vous avez pu cumuler, des articles 83 que vous avez pu cumuler chez différents employeurs. Ensuite, de ces revenus spécifiques retraite, il y a aussi des revenus immobiliers qu'il faut prendre en compte pour votre retraite. Il y a une prime de retraite que vous allez peut-être toucher et votre épargne de façon générale qui va vous servir à financer votre niveau de vie au moment où vous allez arrêter votre activité professionnelle. Et puis en parallèle, vos charges aussi vont évoluer. Il va peut-être y avoir des prêts qui s'arrêtent, des études des enfants qui commencent ou qui s'arrêtent, un impôt sur le revenu qui normalement va baisser parce que vous allez avoir moins de revenus que quand vous étiez en activité. Et puis il va y avoir une charge très importante, en tout cas je vous le souhaite, c'est la phase de loisirs. Je me souviendrai toujours, on m'avait dit une fois, quand on est en activité, on a 100% de ses revenus pour 20% de temps libre. Bah, à la retraite, vous allez avoir X% de revenus, 50, 60 peut-être % de votre revenu, mais vous allez avoir 100% de temps libre pour voyager, pour profiter. Donc il est très important, en effet, de réaliser la projection de votre budget. Pour pouvoir mettre en rapport votre façon de vivre aujourd'hui, voilà, avec quoi je vis aujourd'hui, et arriver à se projeter dans l'avenir au moment où vous allez arrêter de travailler. Voilà comment je vais vivre, est-ce que mes moyens seront suffisants? Alors, donc, on commence par le commencement, c'est la retraite des régimes obligatoires. Comment est-ce qu'on peut améliorer sa retraite des régimes obligatoires? Petit rappel concernant le calcul de nos retraites obligatoires. Les régimes de retraite obligatoires fonctionnent sur deux types de calculs. En fait, vous avez soit le régime salarié de base, soit les autres régimes qui fonctionnent par points. Le régime de base des salariés, c'est un peu barbare comme équation, mais c'est le SAM, le salaire annuel moyen. Donc là, c'est le salaire annuel moyen, donc c'est les 25 meilleures années. On prend votre salaire des 25 meilleures années, multiplié par un taux qui est au maximum de 50%, si vous avez le nombre de trimestres requis, multiplié par la durée que vous avez cotisé, les trimestres que vous avez validés,
sur le nombre de trimestres requis, la durée de référence. Donc ça, c'est le régime de base des salariés. Les autres régimes sont un petit peu plus simples puisque ce sont des régimes par points, par un système de points, mais qui peuvent être faits. Donc vous avez un nombre de points. En fonction du régime, un point vaut X euros. Donc on multiplie le nombre de points par la valeur de ce point-là pour avoir votre retraite. Avec en plus l'application d'un système de coefficients qui peuvent être donc des coefficients de minoration ou de majoration en fonction de la durée de cotisation. C'est-à-dire que s'il vous manque des trimestres, vous allez avoir un coefficient qui va minorer votre retraite par point. Et final, la question c'est oui, ok, je veux améliorer ma retraite, les régimes obligatoires, mais comment je peux agir? Sur quel levier appuyer? Salaire annuel moyen des 25 meilleures années, très difficile de changer quoi que ce soit. C'est voilà, votre salaire, alors oui, vous gagnez plus je vous le souhaite, et c'est peut-être la meilleure solution, mais très difficile d'avoir un vrai impact sur le salaire annuel moyen. Ensuite, on a le taux et les coefficients qui, comme je vous le disais, dépendent de la durée d'assurance. Et en effet, cette durée d'assurance, cette durée de cotisation, ce que vous avez validé comme trimestre, c'est finalement le seul levier possible aujourd'hui pour arriver à optimiser votre retraite obligatoire. Pour rappel, justement, cette durée d'assurance, combien de trimestres on demande à valider? Sachant que ce sont des trimestres cotisés, c'est-à-dire quand vous êtes en activité. Assimilés, c'est des périodes de chômage, de maladie, par exemple. Les trimestres acquis pour enfants et les trimestres rachetés. Donc, on voit qu'en fonction de l'année de naissance, eh bien, on rallonge la durée de cotisation. Donc, aujourd'hui, pour une personne née à partir de 1973, on demande 172 trimestres, ce qui correspond à 43 ans de cotisation. Donc, comme je vous disais, quand il manque des trimestres, mais finalement, on n'applique une décote. Je vous parlais de ce taux, de ces 50% pour le régime de base. Ce 50% va être diminué d'un coefficient de 1,25% par trimestre manquant. Ça, c'est donc le régime de base. Et pour tout ce qui est complémentaire, on a un coefficient qu'on appelle d'anticipation qui est en fonction du nombre de trimestres manquants. Là, par exemple, je vous ai pris un exemple, pour 4 trimestres, on applique 0,96 de coefficient. Et on a aussi un système de surcote pour ceux qui cotisent plus que le nombre de trimestres requis. On majore de 1,25 par trimestre supplémentaire. On va passer à un exemple, parce que j'ai peur de vous perdre dans ces histoires de surcote de décote. On imagine Monsieur Robert. Monsieur Robert, il a 55 ans. Il est né donc en 1964, et quand on est né en 1964, on nous demande d'avoir validé donc 169 trimestres. À 62 ans, Monsieur Robert veut partir à la retraite, mais il n'aura que 165 trimestres. Pour plus de simplicité, j'ai pris un chiffre rond, j'ai considéré que son salaire annuel des 25 meilleures années était de 40 000 euros. Quelle va être sa retraite? Sa retraite de base, ça va être salaire annuel des 25 meilleures années, donc 40 000, multiplié par le taux, donc 50 avec 1,25 par trimestre manquant, 1,25 fois 4, ça fait 5, donc 50, j'enlève 5. Et on va appliquer aussi le manque de trimestres, ces 4 trimestres, sur la durée. 165 trimestres cotisés sur 169 requis. Cette décote, les 5 sur le taux et les 4 de trimestres manquants sur la durée, fait qu'au lieu d'avoir une retraite à taux plein à 20 000 euros, notre monsieur Robert, en partant à la retraite à 62 ans avec 4 trimestres manquants, il aura une retraite de 17 574 euros. Brut de cotisation sociale. Ah oui, le petit point important, je ne parle pas de cotisation sociale sur cette présentation, puisqu'en fonction du niveau de revenu, vous avez certainement entendu en ce moment aux actualités qu'il y a des taux de cotisation sociale qui sont différenciés, voire des exonérations. Pour plus de simplicité, je ne parle que en brut.
Donc voilà, donc notre monsieur Robert, il a perdu à peu près 2 500 € de retraite par an, du fait de ne pas avoir tous ses trimestres. Et pour sa retraite complémentaire, donc il a acquis 6 792 points. La valeur du point Arco-Agirc, elle est de 1,2588 €. Donc normalement, régime taux plein, il aurait 8 550 €. Sauf qu'on applique le coefficient de 0,96, il n'aura que 8 208 € de retraite complémentaire. Donc en fait, sa retraite globale, notre monsieur Robert, salarié, s'il était parti au taux plein, s'il avait entièrement cotisé, il aurait 28 550 €. Avec les systèmes de décote, il n'est qu'à 25 782. Il a perdu 10% de sa retraite parce qu'il n'a pas ses 4 trimestres cotisés. Je me permets de faire une petite pause. Quand il y a des chiffres, c'est pas toujours facile, hein. Est-ce que je vous envoie un petit questionnaire. Est-ce que vous souhaitez que je reprenne ou tout est clair? Est-ce que vous souhaitez que je reprenne? Oui ou non? Alors, la majorité m'a suivi. Il y en a quelques-uns qui ont décroché. Alors, pour ceux qui ont décroché, il y en a de plus en plus. Je reprends. Donc, je reprends mon petit slide d'avant. On avait, on avait notre formule salaire annuel moyen multiplié par le taux qui est de 50%, multiplié par le nombre de trimestres validés sur le nombre de trimestres exigés. Ce taux, il est décoté de 1,25 par trimestre manquant. Dans notre exemple, monsieur Robert, il lui manque 4 trimestres. Donc 1,25 fois 4 trimestres, on est à 5. Donc je décote mon taux de 50 de 5. Et j'applique aussi le nombre de trimestres réellement cotisés sur le nombre de trimestres exigés. Donc si on revient sur mes calculs, on retrouve mon taux moins mes 5 de trimestres manquants, 1,25 fois 4, et les 4 trimestres manquants se retrouvent à nouveau là, ce qui fait donc un montant d'assurance de 17 574 €. Si je n'avais pas appliqué mes 5%, mes 5 de décote, et si j'étais à 169 sur 169, eh bien mon monsieur Robert, il aurait 20 000 € de retraite. Voilà. Donc voilà, donc cette perte de 10%, elle est définitive. Quand on part à la retraite avec une minoration par manque de trimestre, cette décote est définitive, on ne pourra plus jamais la rattraper. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut lui dire à monsieur Robert? C'est décaler l'âge de son départ à la retraite. C'est classique, c'est facile. Et en effet, dans ces cas-là, il pourra bénéficier en totalité, finalement, des droits qu'il a acquis pendant toute sa carrière. Mais concrètement, avez-vous envie de subir votre cessation d'activité? Non, comme je disais tout à l'heure, on a plutôt envie d'être acteur plutôt que passif dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à monsieur Robert? Eh bien, on peut calculer quel intérêt y aurait-il à ce qu'il réalise un rachat de trimestre. Puisqu'on a quand même on a très souvent cette question-là. Voilà, je sais que j'ai fait des études longues, j'aurai pas mon nombre de trimestres au moment voulu, au moment où je souhaite partir à la retraite, et si je rachetais des trimestres. Le rachat de trimestre, tout d'abord, n'est pas libre. Il y a certaines périodes qui sont rachetables. Ce sont notamment les périodes d'études, mais limitées à 12 trimestres, donc à 3 ans. Vous avez fait 7 années d'études, c'est très bien, mais il n'y aura que 3 années d'études que vous pourrez réellement racheter. Il y a aussi toutes les années incomplètes, où vous avez validé que 3 trimestres ou 2 trimestres, etc. Vous pouvez aller jusqu'à vos 4 trimestres, donc vous pouvez racheter les années incomplètes. Et puis, petit point, mais presque anecdotique, pour les aides familiales d'exploitants agricoles. Le coût d'un trimestre, d'un rachat de trimestre, 3 variantes. Tout dépend de votre âge. Plus vous rachetez tôt, moins le coût sera élevé.
Si vous rachetez au dernier moment, vous allez racheter votre trimestre au taux le plus important. Le coût dépend également de vos revenus professionnels des 3 dernières années. Intérêt, quand on a une situation professionnelle qui évolue, où peut-être on va diminuer son activité de façon progressive parce qu'on arrive à un âge de retraite, peut-être l'intérêt, en effet, on voulait le faire au début parce on est plus jeune, mais si mes revenus diminuent après, la base de calcul sera moindre, donc peut-être qu'il y a un intérêt à décaler la date de rachat des trimestres. Et puis aussi, tout dépend de l'option choisie. En effet, vous avez deux options quand vous faites un rachat de trimestre. On a vu dans mon exemple précédent que finalement, le manque de trimestre avait un double impact sur le taux. On avait une décote sur le taux et après on avait une décote sur la fraction entre la durée le nombre de trimestres cotisés et le nombre de trimestres requis. Et bien en fait, on a deux options. Une option 1 qui permet uniquement de racheter le taux, donc sur les 50, les 1,25 par trimestre manquant. Mais on a une option 2 qui permet de racheter à la fois le taux, mais également la durée. Pareil, petit exemple pour mettre en lumière tout ceci avec notre monsieur Robert. Donc monsieur Robert a ses 4 trimestres manquants et il a fait 2 années d'études. Donc il peut racheter 4 trimestres en effet. Et on considère que voilà, toujours il a son salaire stable à 40 000 euros. Si on part sur cette base de 40 000 euros et donc monsieur Robert il a 55 ans dans notre exemple. Option 1, il rachète uniquement le taux, 4 trimestres. Un trimestre lui coûte 3 973 euros. Donc option 1 lui coûte 15 892 euros. Option 2, il rachète à la fois le taux et à la fois la durée. Ça lui coûte 23 552 euros. À noter, chose très 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 importante, ce rachat de trimestre, ces 23 000 euros qu'il va verser volontairement au régime de retraite, sont déductibles de votre revenu imposable. Donc si vous êtes sur une tranche de revenus plutôt élevée, 30, 41%, les plus hautes, 45%, eh bien, c'est finalement, si vous versez 10 000 euros, ces 10 000 euros, finalement, ne vous coûteront que 7 000 euros parce que vous aurez une réduction d'impôt à hauteur de votre tranche marginale d'imposition. Et là, je me permets de vous reposer. Ah non, je ne peux pas. Ah, je voulais vous poser une autre question, mais c'est pas possible. Donc voilà. Donc en effet, c'est déductible de vos revenus imposables. Donc voilà, donc tout se calcule. Et là, dans mon hypothèse, en plus du régime de base, eh bien, monsieur Robert, il a racheté aussi des points à l'Arco-Agirc. On ne peut racheter que 70 points par année. Donc là, on rachète 70 points, la valeur du point elle est à 1,25. On a un coefficient de son âge de 23,2, donc les 70 points lui coûtent que 2 044 euros. Si on fait ce calcul-là, on voit que, donc je n'ai fait que le calcul sur l'option 2 parce que c'était celle qui était la plus intéressante pour lui, le retour sur investissement était beaucoup plus important. Donc, si M. Robert a versé 23 552 euros pour son rachat de trimestre, eh bien, il a 2 768 euros de retraite de plus par an. Donc, si on fait un petit ratio, c'est 23 552 euros, sans prendre en compte l'avantage fiscal, donc la réduction d'impôt à laquelle il a eu droit grâce à la déductibilité. Ces 23 552 euros sont amortis au bout de 8 ans et demi. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il vive 9 ans pour que son rachat de trimestre ait un intérêt. Attention toutefois. Je tiens vraiment à mettre un vrai warning là-dessus, au risque du rachat de trimestre. On l'a vu, on a un système de retraite qui est très difficile aujourd'hui, qui vit des périodes très difficiles. Donc on peut se poser des questions sur sa durabilité. Il faut être conscient que quand vous avez racheté des trimestres, vous ne maîtrisez plus du tout la valeur de ce que vous avez racheté. Donc aujourd'hui, on a vu M. Robert ce qu'il a payé
lui permet d'avoir un retour sur investissement en 8 ans et demi parce qu'il gagnait 2 500 €. Peut-être que ces 2 500 € ne seront pas du tout effectifs au moment de son départ à la retraite. Donc, racheter des trimestres aujourd'hui, oui, si vous êtes finalement pas très loin de la retraite, oui, ça vous coûtera plus cher, mais vous avez quand même une certaine certitude d'avoir de maîtriser votre cotisation, de savoir vraiment combien elle va vous rapporter. Mais si vous êtes à 10, 15 ou 20 ans de votre retraite, attention, attention. Maintenant qu'on a vu le régime obligatoire, que peut-on faire pour compléter sa retraite de son côté, volontairement? On va commencer par un peu de culture financière. C'est toujours intéressant de reprendre des b.a.-ba qui ne sont finalement pas si évidents que ça. La retraite, c'est quelque chose qu'il faut préparer dans le long terme. Plus on s'y prend tôt, moins c'est douloureux. On le sait tous, mais on ne le fait pas. Et c'est pour ça que je vous mets cet exemple chiffré, parce qu'en effet, c'est quand même assez significatif. On imagine que je veux un capital de 100 000 € au moment de mon départ à la retraite à 62 ans. On imagine que j'ai trouvé un placement qui me rémunère 3% par an, de façon régulière. Si j'ai 55 ans, donc j'ai 7 ans devant moi, pour avoir 100 000 € à 3%, il faut que je verse tous les mois 1 075 € par mois. Mais 1 075 € par mois, avec une rentabilité de 3%, me donneront, 7 ans après, 100 000 €. J'aurai versé au total 90 300 €. Donc, la part des intérêts, c'est à peu près 10 000 €. Mais j'ai un effort de trésorerie qui est quand même important, 1 000 € par mois. A contrario, si je commence très tôt, à 30 ans, pour avoir le même capital au terme, pour avoir 100 000 € à 62 ans, il suffit que je mette 158 € par mois. Et là, on voit aussi l'impact des intérêts. Donc, quand je m'y prends à 55 ans, finalement, la part des intérêts, c'est à peine 10%. Si je m'y prends si je m'y prends tôt, à 30 ans, la part des intérêts, c'est 40%. Voilà. Donc, la retraite, c'est quelque chose qui doit se préparer en amont et très, très en amont. Et encore un petit peu de culture financière pour ajouter. L'impact de la rentabilité sur une épargne à long terme. C'est très important. On reprend notre jeune actif de 30 ans, qui sur les conseils de ses parents, met de l'argent de côté. Il va optimiser son effort d'épargne de 158 € par mois et il compare du coup deux placements. Un placement sur son livret. Il se dit, bon, mon livret, 0,75% par an. Si je mets 158 € par mois sur ce livret, au bout des 32 ans, eh bien, il n'aura constitué que 68 500 € de capital. Si par contre, ces 158 € par mois, il a placé avec une rentabilité de 3% par an, sur la même durée, il sera à plus de 100 000 € de capital. Donc on voit, pour le même effort d'épargne, l'impact très important de la rentabilité sur le long terme. Concrètement, il est très important de savoir prendre des risques sur du long terme. Et comment épargner, justement? Je vous ai cité un certain nombre de régimes qui permettent donc d'épargner, de préparer sa retraite. Il y a d'abord de l'épargne que l'on peut réaliser au sein de son entreprise, puisque les entreprises sont aujourd'hui incitées à l'épargne retraite de leurs salariés et de leurs dirigeants, par des allègements de charges sociales, des déductibilités, etc. Donc on a tout d'abord le PERCO, qui est un produit d'épargne collectif, qui est ouvert à toutes les personnes de l'entreprise, à condition qu'il y ait au moins un salarié. Et ce PERCO peut être alimenté par des primes de participation, d'intéressement, de versement volontaire, et dans ces cas-là, on n'est pas fiscalisé sur ces versements-là, et éventuellement par un abondement de l'employeur. Déblocage, il y a quelques cas de déblocage anticipé, mais au moment de départ à la retraite, c'est une rente viagère ou un capital qui vous sera versé. Au sein de l'entreprise, il existe aussi des articles 83, qui sont des capitalisations adhésion obligatoires. Ça, vous pouvez le constater si vous êtes salarié sur vos bulletins de salaire. On n'est pas forcément conscient, mais si on regarde notre bulletin de salaire, des fois, on peut voir apparaître une ligne cotisation article 83. C'est en effet l'employeur qui verse une certaine cotisation qui est définie. La cotisation est définie, un certain pourcentage du salaire, généralement, qui est versé sur un plan
à part. Ce montant de cotisation est défini, mais le montant des prestations à venir n'est pas garanti. Donc, on sait que l'employeur va verser X% du salaire sur un plan, mais on ne peut pas savoir à terme combien ce plan va rapporter réellement. Enfin, quelle va être la retraite au terme. À l'inverse, on a un article 39, ou appelé retraite chapeau, qui est un régime à prestations définies. On sait exactement quelle va être la retraite à laquelle on va avoir droit au moment de notre cessation d'activité. Et l'employeur mettra les moyens nécessaires en face pour que cette prestation soit attribuée aux salariés. Donc ça, ce sont des prestations qui sont souvent réservées à un certain nombre de collaborateurs. Euh, voilà, à la condition qu'ils soient toujours dans l'entreprise au moment de leur départ à la retraite. Donc c'est aussi un peu pour tenir les salariés, les meilleurs salariés jusqu'à leur départ à la retraite. À part cela, vous avez aussi tout ce qui est épargne retraite individuelle que vous pouvez mettre en place de façon volontaire. Donc on a le PERP, plan d'épargne retraite populaire, qui est ouvert à tous. Il permet donc, c'est un plan qui permet aux particuliers d'épargner en matière financière pour sa retraite en bénéficiant d'un avantage fiscal qui est la déductibilité des primes versées. C'est-à-dire que je verse 1000 € sur mon plan d'épargne retraite populaire, mon PERP, et bien ces 1000 € viendront diminuer mon revenu imposable et donc me réaliser une réduction, une économie d'impôt. En contrepartie de cet avantage fiscal-là, le capital est bloqué jusqu'au moment du départ à la retraite. Et au moment du départ à la retraite, normalement, c'est une rente viagère qui est servie en fonction du capital épargné. En fonction du capital au moment de la liquidation de la retraite. Mais sous certaines conditions, on peut sortir en capital. Le Madelin, système identique au PERP, mais par contre réservé aux indépendants, avec un plafond de déductibilité un peu plus élevé. L'idée étant que les indépendants ont une retraite plus basse que les salariés, donc on les incite par un plafond de déductibilité plus élevé à cotiser à un régime de retraite qu'ils maîtriseront et qu'ils souscriront à titre individuel. Et enfin, on a aussi l'assurance vie, qui est finalement aujourd'hui l'un des objectifs principaux de l'assurance vie, c'est la constitution de revenus à terme. En effet, l'assurance vie permet aux particuliers de se constituer une épargne dans le cadre d'une fiscalité avantageuse, puisque dans le temps, on a une fiscalité sur des rachats, c'est-à-dire quand on sort l'argent qui est avantageuse, et on peut investir sur des supports financiers et sur des marchés très variés, du plus sécuritaire, le fonds euro, qui rapporte aux alentours de 1,5%, ou plus dynamique, de type action, etc. Autre avantage de l'assurance vie, grande souplesse. Vous versez quand vous le souhaitez, vous retirez de l'argent quand vous souhaitez, puisque le capital est disponible à tout moment. Donc voilà, grande souplesse. Et le capital est disponible aussi à tout moment, donc on n'est jamais coincé, entre guillemets, avec l'assurance vie. J'ai une petite question au sujet du PERP. À terme, rente viagère de quel pourcentage du capital? Alors tout dépend finalement de la rente. Enfin, si je comprends bien votre question, c'est quelle va être la rente viagère avec j'ai un capital de 100 000. Quelle va être la rente viagère si je convertis ces 100 000 € en rente? J'ai bien compris, c'est ça. Ça, tout dépend finalement de votre âge au moment où vous allez liquider votre retraite. Puisque ce qui s'applique, donc c'est la table de mortalité utilisée par les assureurs. Si je reprends basiquement, quand je vous ai dit tout à l'heure, à 65 ans, l'espérance de vie, elle est grosso modo de 25 ans. En fait, les assureurs vont prendre 100 000 € divisé par 25, avec une petite décote parce qu'un assureur prend toujours une marge. Donc, grosso modo, c'est à peu près aux alentours de 3,5%, 4% qui sont servis en rente quand le pourcentage du capital qui est servi en rente. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà, on va dire pour bon, ça a l'air clair. Voilà pour tout ce qui est épargne retraite individuelle en termes financiers.
Et encore là, je dresse très rapidement, bien sûr, hein, vous l'avez compris, parce qu'il y a on pourrait passer beaucoup de temps sur chacun de ces dispositifs. L'objectif n'est pas là. Ensuite, on a l'immobilier. Après l'épargne financière, on a l'immobilier. De nombreux Français aujourd'hui choisissent l'immobilier, je vous l'ai dit dès le début, comme solution de retraite. Mais ça peut être, les Français le voient de deux façons. En achetant leur résidence principale, et en effet, c'est vrai, si je n'ai pas de loyer au moment de mon départ à la retraite, c'est finalement une solution de retraite. Diminuer ses charges, ça peut être une solution retraite, tout comme augmenter ses revenus. Et il y a aussi l'autre forme d'immobilier qui est le locatif. L'avantage de l'immobilier, c'est l'effet de levier du crédit. En effet, l'immobilier, on conseille toujours de l'acheter à crédit. Et aussi, on a un aspect de prévoyance par ce crédit, puisque concrètement, j'ai l'habitude de dire que c'est de l'épargne à l'envers. Dans mes exemples précédents, je mettais 150 € par mois. Ces 150 € petit à petit constituent un capital. Là, au final, avec le crédit, j'achète. Donc, j'ai 100 000 € d'un coup. Et finalement, par le crédit, je vais rembourser ces 100 000 € que j'aurai dès le début. C'est une sorte d'épargne à l'envers. Autre intérêt de l'immobilier locatif pour la retraite, c'est que le financement est diminué, l'effort réalisé par le particulier pour se constituer ce capital-là est diminué des loyers perçus. Inconvénient de l'immobilier, c'est la fiscalité qui est de plus en plus lourde aujourd'hui sur l'immobilier. C'est clairement un axe de notre gouvernement actuel, l'augmentation de la fiscalité sur l'immobilier pour pouvoir rediriger vers les parties financières. Et autre inconvénient de l'immobilier, c'est la liquidité. Quand tout à l'heure j'ai constitué un capital de 100 000 € pour mon départ à la retraite, je peux piocher au rythme où je le veux. J'ai besoin je décide de faire un tour du monde mes premières années, je vais pouvoir prendre 20, 30 000, 40 000, 50 000 € d'un coup. Quand j'ai de l'immobilier, finalement, soit je vends, mais dans ces cas-là, on ne sait pas si ce sera les meilleures conditions, soit je dois me limiter à mon loyer perçu, donc à mes X%, 4-5% par an, selon le bien que vous détenez. Donc voilà, donc c'est finalement peut-être deux solutions complémentaires. D'un côté, avoir de l'immobilier qui en effet donne un revenu stable dans le temps, et de l'autre côté, avoir du financier pour pouvoir compenser des besoins ponctuels supérieurs aux revenus perçus par l'immobilier. Et c'est notamment le cas aussi, ça peut être, c'est des choses qui sont anticipées quand on parle de retraite, c'est l'état de dépendance. Donc les retraités vivent une belle retraite au début et profitent très bien les premières années avec beaucoup de loisirs, de voyages, etc. Mais quand il y a les difficultés médicales, là aussi on a une grosse augmentation des charges pour compenser les coûts de la dépendance. Donc voilà, distinguer deux solutions de retraite, immobilier et financière. Immobilier pour avoir finalement un niveau de revenu stable dans le temps et le financier pour avoir une certaine disponibilité. Petit exemple, je reprends mon exemple de mon jeune actif de 30 ans qui mettait 158 € par mois de côté. Là, donc il achète pour 100 000 € un appartement. C'est grosso modo, en fait, c'est 92 000 € plus les frais de notaire. Donc l'appartement lui coûte 100 000 € au total. Il réalise un prêt sur 25 ans. Il a 30 ans, il a raison, autant prendre la durée la plus longue possible. 25 ans. Donc ça ne lui coûte que 430 € par mois. Parallèlement, il a un loyer de 450 € qu'il perçoit de son locataire et des charges diverses et variées, taxes foncières, etc., qui représentent 1 000 € par mois. Il a aussi une fiscalité qui est liée à ses loyers perçus. En moyenne, donc la fiscalité est progressive dans le temps parce que la déductibilité les intérêts sont déductibles, donc la fiscalité augmente dans le temps, mais sa fiscalité moyenne, on va considérer que c'est à peu près 1 300 € par an. Si on fait l'addition de ces différents éléments-là, eh bien son effort d'épargne moyenne dans le temps, sur 25 ans, c'est 172 € par mois. Donc on voit qu'en effet, en réalisant cet effort d'épargne dès le début, dès 30 ans, avec un crédit de 25 ans,
172 € par mois, et bien ça lui permettra à la retraite d'avoir son loyer 450 € par mois diminué uniquement des charges et des fiscalités à venir. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Donc juste une petite synthèse de nos conseils dans le cadre d'une préparation de retraite, hein. L'idée, donc, avant tout, j'y tiens, c'est réaliser une vraie étude de retraite. C'est vraiment se projeter dans le temps, projeter vos revenus, mais projeter aussi vos charges dans le temps. Donc votre conseiller en gestion de patrimoine est là pour vous aider pour réaliser cette étude avec vous. Donc il faut vraiment se poser, même si vous êtes, la retraite c'est dans 15 ans, j'ai le temps. On peut s'y prendre dès à présent. Et au contraire, n'attendons pas le dernier moment, c'est mon conseil numéro 2, n'attendons pas le dernier moment. Conseil numéro 3, investir progressivement et très tôt. Euh, on l'a vu, l'effort, il est beaucoup moindre quand on commence tôt que quand on s'y prend au dernier moment. Donc investir progressivement et tôt. Quatrième conseil, diversifier ses investissements financiers, immobiliers. Et dans le financier et dans l'immobilier, il peut y avoir différentes solutions puisque chaque solution a des avantages et des inconvénients. Donc, c'est dommage de se limiter à une seule solution financière ou une seule solution immobilière quand on a un panel devant soi de solutions. Et conseil numéro 5, oser sortir des livrets et des placements sécuritaires. Je vous l'ai montré par l'impact de la rentabilité entre 0,75 et 3%, et je n'ai pris que 3% entre guillemets. L'impact est très important sur du long terme. Donc quand on parle retraite, quand on parle horizon lointain, s'y prendre tôt permet donc du coup de prendre un peu plus de risques, d'augmenter sa rentabilité et finalement d'avoir un capital qui est beaucoup plus important au terme. J'ai fini ma présentation. J'ai, comme d'habitude, beaucoup trop dépassé le temps qui m'était imparti. Je vous prie de m'en excuser dès à présent. Avez-vous des questions? Je suis totalement disponible. Ah, vous serez. Ah oui, j'ai pas répondu à une question, excusez-moi tout à l'heure que je n'avais pas vue. SIF, tout au début, quand j'ai fait la présentation de notre réglementation, j'ai parlé du statut de SIF, conseil en investissement financier. Conseil en investissement financier. Le support, oui, alors vous pourrez revisionner la vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc le lien vous sera adressé par mail à la suite de cette réunion. Donc oui, vous pourrez avoir le support bien évidemment pour pouvoir revenir, faire des pauses, revenir, avancer un peu plus vite sur les points qui ne vous concernent pas par exemple. D'autres questions? Y a-t-il un âge en particulier où il faut se préoccuper de sa retraite? Le plus tôt possible. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour et ce n'est pas. euh, on voit souvent nos clients qui ont allez, entre 50 et 55 ans qui commencent à se soucier de leur retraite. Non, c'est plutôt. Plus on s'y prend tôt et mieux c'est. Et c'est vrai que les philosophies changent. On le voit hein, sur nos jeunes clients qui s'y prennent beaucoup plus tôt que pouvaient le faire les clients qui sont déjà à la retraite. Parce que les clients qui sont déjà à la retraite disent tout simplement à leurs enfants, t'as 30 ans, t'as un métier, ben, mets de l'argent de côté pour ta retraite. Et ils ont bien raison, parce que concrètement, les retraites servies aujourd'hui ne seront pas les retraites futures. C'est évident. On a aujourd'hui un régime à bout de souffle et la retraite par capitalisation va devoir prendre le relais de la retraite par répartition. Alors, l'âge de départ en retraite, régime salarié et TNS, est-il identique? Tout dépend de votre régime de TNS. Si vous êtes artisan commerçant, oui, c'est 62 ans. Si vous êtes libéral, c'est 65.
Et encore, tout dépend des caisses en tant que libéral, puisque vous avez une caisse quasiment par corps de métier, d'où les 42 régiments au total. Merci. C'est une personne qui a apprécié la présentation. Apparemment, sa caisse de retraite n'a pas été capable de faire une présentation. Donc voilà. Et en effet, c'est ça aussi. On entend très régulièrement ça de la part de nos clients, c'est qu'ils n'ont pas d'interlocuteur euh, pour parler de leur retraite. Selon le régime duquel vous relevez, vous avez un système de cotisation. Ces cotisations sont prélevées par exemple par l'URSSAF, mais l'URSSAF est incapable de vous parler de votre retraite future, donc on vous renvoie vers un autre organisme. Et pour avoir une réponse ou un rendez-vous, c'est souvent très difficile. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui remonte très souvent, c'est le fait de ne pas avoir d'interlocuteur auprès des caisses de retraite. Donc voilà, donc n'hésitez pas, dans ces cas-là, à contacter votre conseiller en gestion de patrimoine habituel, votre CGP, à nous contacter directement pour faire un point ensemble sur votre retraite. Nous avons tous les outils nécessaires pour faire des estimations de retraite. Euh, donc du coup, n'hésitez surtout pas à solliciter votre CGP pour une étude de retraite détaillée. On me demande si c'est identique pour un fonctionnaire. Non. C'est vrai que là, j'ai parlé d'à peu près 80, je crois que c'est 80, entre 80 et 90% de la population française qui est soit salarié, soit indépendant. Pour les fonctionnaires, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais vu que, par contre, le régime de retraite des fonctionnaires est en voie de disparition, pas les fonctionnaires, le régime de retraite est en voie de disparition, puisqu'il va y avoir très certainement un alignement de vos régimes sur celui des salariés. Ce que vous avez cotisé pour l'instant, oui. Mais d'ici, je crois que l'idée, c'est que dans 18 ou 20 ans, tous les régimes soient alignés. Euh, voilà, tout ceci est totalement différent, mais on pourra en parler si vous le souhaitez en parallèle de votre régime de fonctionnaire qui est très différent et un peu plus simple au final. Oui, ça sent pas bon le régime des retraites de fonctionnaires, je vous confirme. Peut-on prendre la retraite du régime salarié à 62 ans et prendre à 67 ans celle du régime libéral? Ah oui, vous avez eu une activité salariée et vous avez eu une activité de libéral. Je crois que c'est ça, si je vais comprendre bien. Donc là-dessus, très compliqué. Normalement, on se base sur le régime de salarié. À vérifier, je ne veux pas dire de bêtises parce que les choses changent très régulièrement là-dessus. Mais normalement, c'est le régime salarié qui prend le dessus. Donc du coup, on calculera en fait votre retraite comme si vous aviez été salarié, mais avec les décotes relatives à votre régime de libéral. Quand puis-je partir en retraite sans minoration de 10% de ma retraite complémentaire? Personne ne peut me dire. Et vous êtes né en 58. Donc en 58, donc vous faites partie de la génération après 57, de 1957, puisque c'est à partir de 1957 où on a la décote. Alors là, vous parlez de la minoration temporaire, hein, des 3 ans, je pense. Donc oui, vous faites partie de ces gens-là. Vous, si vous avez l'ensemble de vos trimestres à 62 ans, pardon, il faut que vous décaliez votre départ à la retraite d'un an pour ne pas avoir la minoration des 10%. Si vous avez en fait, il faut prendre l'année
où vous avez l'ensemble de vos trimestres pour avoir le taux plein. Si c'est à 62 ans, il va falloir décaler à 63 ans votre départ à la retraite. Si c'est à 63 ans, ben la minoration disparaîtra si vous partez à 64 ans. Par contre, vous n'avez pas de minoration si vous avez votre taux plein à 65 ou 67 ans. Je crois que c'est 67. Si à 67 vous avez votre taux plein, on n'applique pas de minoration. Donc tout dépend finalement du nombre de trimestres que vous avez. Et si vous partez à la retraite avant d'avoir tous vos trimestres, on n'applique pas la minoration temporaire. La décote temporaire, puisqu'on considère que la décote due à vos trimestres manquants est définitive et compense du coup la décote temporaire. Vous aurez vos trimestres fin 2018. Donc vous aurez 60 ans avec tous vos trimestres. Donc vous pourrez partir dès 62 ans sans minoration. Et avec même, si vous avez à 62 ans, vous aurez deux années de plus, donc vous pourrez avoir une majoration de 10% pendant un an. J'ai encore un peu de temps pour les questions, n'hésitez surtout pas. Bon, on dirait que les questions s'épuisent, et en même temps, c'est vrai que la retraite, c'est quelque chose de tellement personnel. Chaque cas est différent, chaque carrière est différente et personnelle. C'est pour ça que je dis toujours, voilà, l'étude retraite, dans une étude patrimoniale d'ailleurs, est très importante parce que c'est vrai que les questions de l'un et les réponses que l'on peut apporter à l'un ne correspondront pas à la situation de l'autre. C'est vraiment au cas par cas. Donc c'est vrai que l'étude retraite s'impose. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre attention. On va mettre fin à cette webconférence à présent. Merci de votre attention. Nous vous enverrons dès demain le lien pour revisualiser la présentation si cela vous intéresse. On vous enverra également un questionnaire de satisfaction. Et puis n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour répondre à des questions voilà plus individuelles. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis au prochain webinaire le mois prochain. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée.